ce qui me paraît important aussi dans le prolongement de cette mobilisation, c'est ce qui se passe plutôt dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, et Bordeaux, la ville de Bordeaux, la région et surtout Bordeaux, va être quand même un point de passage d'au moins 3 figures importantes d'un mouvement qui est en train de naître, dont le premier congrès s'est tenu en 1919 à Paris, qui est le congrès panafricain. D'accord ? Et il y a 3 figures. Il y a la figure, je vais aller très vite, mais on en discutera sûrement. Il y a la première figure, c'est la figure de Marc Kojo Tuvalu Nguyen, un Dahoméen qui arrive tout jeune, à Bordeaux, qui fait ses études secondaires, ensuite qui va à Paris et il devient avocat, et qui crée une association très importante qui s'appelle la Ligue universelle de défense de la race noire. L'autre figure qui arrive, pour aller vite, c'est Lamine Senghor, qui est un ancien tirailleur démobilisé, etc., qui fonde ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé le comité de défense de la race, non pas noire, mais de la race nègre. Et ensuite, c'est Tiemoko Garang Kouyaté qui prend la suite, qui va fonder la Ligue, toujours de défense de la race nègre. Et ces gens-là, dans le contexte de l'époque, dans l'entre-deux-guerres, ont su créer, à la fois, ou ont tenté de créer des syndicats, des véritables syndicats nègres, et ont créé et des revues et des journaux, et ont rompu avec leurs parrains de l'époque, notamment le Parti communiste français, avec la CGTU, etc. Et à l'époque, il fallait le faire. Et ce qui est aussi très intéressant, quand on lit justement les archives départementales, les archives municipales, quand on a accès aux journaux de l'époque que ces gens-là ont créés, mais ces journaux font une large part aux luttes à la fois des Noirs aux États-Unis, parce que figurez-vous que Marc Kojo Tuvalu Nguyen sera présent à New York au congrès de l'association de quelqu'un qui est une figure très importante du panafricanisme, qui s'appelle Marcus Garvey. Et donc, il y a une circulation des idées. Et l'essentiel des cadres, aussi bien du comité de défense de la race nègre que de la Ligue, c'est essentiellement le recrutement se fait. Les cadres sont recrutés essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et on a retrouvé la trace dans des villages très reculés de l'Afrique de l'Ouest, des journaux de la voix des nègres, etc., etc. Et ça me paraît important. Autrement dit, c'est que ces gens-là, dans cette période-là, très, très difficile, ont montré, c'est plus que valorisant du point de vue de leur objectif principal, qui n'était pas seulement d'inscrire les Noirs ou les Nègres, comme on disait à l'époque, dans l'histoire, c'est de faire la promotion de la condition humaine, me semble-t-il. Et ça reste valable, pour aller vite. Et dans le prolongement de ces divers mouvements, on va voir à Paris, etc., la revue du Monde Noir, Légitime Défense, etc., etc., avec un personnage aussi qui est très, très important sur le plan local, mais pas que sur le plan local, c'est aussi René Maran. C'est René Maran, prix Goncourt 1921 et tout ça.
Et il y a eu des difficultés, je pense que c'était l'année dernière, le 5e anniversaire, pour lui donner le nom là, de la bibliothèque de Bacalan. Enfin, il y a un souci de ce point de vue pour ce que René Marin a représenté à bien des égards, y compris pour la ville de Bordeaux, le rayonnement de la ville et tout ça. Bon, ce sera peut-être dans la discussion un peu plus tard. Et, bon, il y a non pas une parenthèse, mais il y a l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec des choses extraordinairement, des faits d'armes, mais aussi des faits de résistance. Il y a la revue Ancrage, qui est dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, qui a consacré un numéro spécial sur la résistance dans le Lot-et-Garonne et le rôle des anciens combattants. Mais ça, c'est très important, ça, à savoir, me semble-t-il. Comme s'il y a, quelquefois, il y a, pour certains, l'oubli et s'installe très vite. Et donc, moi, ce qui m'a... Et enfin, pour clore relativement provisoirement ce premier point, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette ville qui s'appelle le Congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est incroyable. Il y en a qui contestent l'existence de ce congrès à Bordeaux. J'aimerais bien, s'ils sont dans la salle, qu'ils osent lever le seul petit doigt. Le congrès constitutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, et tout le monde sait ce que la Fédération des étudiants d'Afrique noire représente comme cadre de socialisation politique, cadre de formation, pas que des élites. C'est en décembre, c'est du 30 au 31 décembre 1950, à Bordeaux. Il y a eu, dans le cadre de la préparation du sommet qui devait, Afrique-France, qui devait se tenir sur Bordeaux, des gens qui ont contesté la véracité de la création de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France à Bordeaux, qu'ils osent continuer à nier l'importance justement de la présence africaine sur Bordeaux. Ça me paraît important de le relever. Donc, en résumé, ce qui me paraît intéressant par rapport à ce premier bloc, c'est que les thématiques de l'époque, que des gens, ils étaient des marins, dockers, et il y a eu des peintures superbes d'un peintre bordelais qui s'appelle Georges de Sonneville, qui marque la présence justement de ces marins et dockers. Ces gens-là, ils n'étaient pas tous des intellectuels, des lettrés et tout ça, mais ce sont des gens qui ont construit des outils politiques et intellectuels qui nous raccrochent à eux dans notre construction, dans notre parcours en tant que citoyen, en tant qu'individu et tout ça. Et ça me paraît important d'en discuter. C'est-à-dire que pour moi, le détour par l'histoire est nécessaire pour mieux appréhender les obstacles qui se présentent dans le difficile chemin de la construction de la modernité africaine noire à Bordeaux et dans la région. Ça me paraît important de le souligner. Et j'avais abordé le deuxième bloc. Moi, je l'appelle de l'immigré au minoritaire. Le deuxième bloc, parce que l'immigration subsaharienne
elle démarre véritablement en 1963, parce qu'il y avait, le patronat français avait peur des conséquences de la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc, le patronat français est allé directement, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour recruter des gens, bien sûr. Et les indépendances, il y a des accords entre la France et des États africains, tout ça. Bon, c'était relativement aisé et tout ça. Et facile. Et les immigrés subsahariens, quand ils arrivent, ils ont un projet. Leur projet initial, ce n'est pas de rester vivre définitivement sur le sol aquitain ou métropolitain et tout ça, ou français, hexagonal. Ils sont venus pour travailler. On ne migre pas pour ne rien faire. Ce n'est pas vrai. On migre pour travailler. Et leur séjour, dans leur projet initial, c'était quelques années, le temps d'économiser, d'épargner, etc., et de rentrer dans leur pays d'origine. C'était ça, le projet initial. Pas autre chose. Pas autre chose. Ce sont d'abord des hommes seuls, célibataires en tous les cas ici, même s'ils étaient mariés et tout ça, dans leur pays. Et ils vont essayer de reconstruire des groupes primaires, de solidarité primaire, à travers des repas, à travers le logement collectif, etc., des groupes premiers de sociabilité, d'entraide, etc., etc. Tout ça. Mais ça, c'est là. Mais on a déjà étudié ça. Mais aux États-Unis, avec l'immigration des Polonais, des Italiens, etc., etc. Mais en France, il y a un retard énorme du point de vue des études en sciences sociales sur la question de la migration. Et donc ces gens-là, parce que certains sont analphabètes, ceux qui sont analphabètes n'ont pas les codes pour entrer dans cette société, ne serait-ce que provisoirement. D'autres qui ont eu, par exemple, sur le plan religieux, qui sont des catholiques, ont été accompagnés. Ici, on connaît des familles qui ont été accompagnées par les paroisses catholiques, etc., pour qu'ils entrent progressivement dans la société française et tout ça. Et donc, les modes d'insertion entre quelqu'un qui est analphabète en français et quelqu'un qui a une socialisation préventive en français parce qu'il a fait l'école, etc., c'est pas la même chose. On ne décode pas les choses de la même façon. Et donc, ce qui apparaît, encore une fois, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a des différenciations. Donc, l'immigration, les migrants subsahariens ne sont pas un groupe social homogène, mais il y a par commodité, on va parler des Africains et tout ça, comme si c'était une communauté fermée, close sur elle-même, etc. Et donc, du point de vue de la sociologie, il faut justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conduites que ces populations ont dans le rapport avec les Français et puis dans le rapport entre eux, etc. Et nous, on a essayé, à travers des enquêtes au long cours, essayer de comprendre les enjeux et comment expliquer que les gens dont on a pensé qu'ils ne voulaient pas s'intégrer, qu'ils ne voulaient pas s'insérer parce qu'ils sont tout le temps entre eux, etc., etc. C'était pas ça. On a compris que c'était le fait de se retrouver, c'était ni plus ni moins pour atténuer le choc de la transplantation
dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise pas les codes en tant que tel. C'est ça la question fondamentale qui est posée. Et c'est réconfortant quand on migre de ne pas se retrouver seul. De toute façon, il y a des pionniers, il y a des... Voilà, donc qui accompagnent, qui accueillent, qui aident, etc., etc. Et donc, tout ça, on a essayé de travailler là-dessus pour comprendre comment les choses fonctionnent du point de vue des migrants africains. Et pour moi, ma lecture à moi du mouvement, du processus migratoire, ça se termine, en tous les cas ici, sur le territoire aquitain. Le provisoire se termine quasiment dans les années 80.